Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'Église a-t-elle voulu étouffer une affaire d'abus sexuels présumés en Indre-et-Loire? Selon la Nouvelle République, un frère de la communauté Saint-Jean dans le Lochois a été exfiltré en Italie en 2008. Un départ qui faisait suite aux témoignages de femmes se plaignant d'attouchements sexuels de la part du religieux. Au sommaire également, une innovation qui pourrait révolutionner la pratique de la médecine et plus précisément les greffes de peau. Un jeune patron de Vendôme vend ses imprimantes 3D jusque dans les laboratoires du CNRS. L'outil est utilisé par les chercheurs pour produire de la peau humaine. Nous reviendrons sur la victoire du TVB hier soir en demi-finale aller de la Coupe CEV, victoire 3-0 face aux Allemands de Rhein-Main. Et puis, en seconde partie de journal, ne manquez pas notre entretien avec Jean-Louis Debré, l'ancien ministre, ex-président de l'Assemblée nationale et du Conseil constitutionnel est aujourd'hui libéré de son devoir de réserve. Il nous livrera son regard sur cette campagne présidentielle. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Une semaine après les révélations de l'émission Cache Investigation sur France 2, pointant les méthodes de l'Église pour soustraire certains prêtres pédophiles à la justice, une affaire éclabousse l'Indre-et-Loire. C'est la Nouvelle République qui révèle l'information dans son édition du jour. Un religieux de la communauté Saint-Jean à Saint-Quentin-sur-Indrois aurait été exfiltré en Italie pour échapper à des soupçons d'abus sexuels. 3 femmes en auraient été victimes dans les années 2000. La mise à l'abri du frère a été organisée par le Vatican lui-même. Aurélie Renaud avec Adrien Portron. La communauté Saint-Jean, ce sont 500 frères sur 5 continents. À Saint-Quentin-sur-Indrois, 7 frères vivent à la maison Saint-Jean, dont 3 prêtres. C'est une ferme, mais également un lieu d'accueil pour les jeunes désireux de se former à la foi. Une communauté secouée par les révélations de la Nouvelle République. Le quotidien titre sur des soupçons d'abus sexuels au sein de la communauté en 2006. Des abus qui concernent un frère vis-à-vis de femmes majeures. Depuis, ce frère a été exfiltré en Italie. Sur place, impossible d'interroger ceux qui ont côtoyé le mis en cause. C'est le diocèse d'Autun qui gère la communauté qui se positionne. Nous ne ferons pas d'interview, mais nous recevons ce communiqué. Les responsables de l'époque ont eu connaissance de gestes inadmissibles commis par le frère au début des années 2000. Les responsables de la communauté l'ont alors retiré de ses responsabilités à l'école de vie et il a démarré un suivi psychologique. Le responsable de cette congrégation s'est adressé au Vatican pour que le frère n'exerce plus aucune activité apostolique. Entre-temps, ce dernier a été envoyé dans un prieuré à Bologne, où il a même été nommé supérieur jusqu'en 2015, date à laquelle cette nomination lui a été retirée. À ce jour, aucune sanction. Il a une procédure judiciaire contre lui et une procédure canonique interne à l'Église, et qui donc est en cours et qui n'a pas abouti à des sanctions. Il a quand même été, au fil des années, retiré de la pratique de la confession. C'est-à-dire on lui a interdit de confesser quelqu'un. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme une sanction à la hauteur des faits qui lui sont reprochés? C'est à chacun de se faire une idée. Mais en plus, il est revenu à Saint-Quentin-sur-Indrois, quelques années après, où il donnait une conférence sur le corps, la maîtrise des pulsions, ce qui ne manquait pas de sel vu les choses qui lui sont reprochées. Aujourd'hui, la communauté Saint-Jean indique mettre en place des procédures pour l'ensemble des frères afin de prévenir et gérer les risques de pédophilie et plus généralement d'abus sexuels. La communauté n'a pas saisi la justice, estimant que les victimes étaient majeures et qu'elles prenaient leurs responsabilités. La rumeur courait depuis plusieurs semaines, c'est maintenant chose faite. Après avoir tourné le dos à Benoît Hamon, Manuel Valls a annoncé ce matin qu'il voterait Emmanuel Macron pour la présidentielle. Cet après-midi, à l'heure de la distribution des tracts, les militants PS de Tours ne cachaient pas leur désarroi. De leur côté, les députés Laurent Baumel et Jean-Patrick Gille condamnent la décision de l'ex-candidat à la primaire, Robin Watrin. Aujourd'hui, je suis un peu perdu parce que vu la division qu'il y a dans la gauche, je suis un peu vraiment dans le flou. Pour la première fois où on est nombreux, même avec mes collègues où je travaille, où on parle entre nous, on est nombreux à ne pas savoir qui voter. Après les dernières déclarations de Manuel Valls ce matin à la radio, qui a annoncé qu'il votera Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle, la distribution de tracts est encore plus compliquée pour les militants du Parti socialiste. Cet après-midi au CHU Trousseau de Tours, il faisait face à des électeurs déboussolés. Peut-être que ça aura une incidence sur les gens qui pensent au vote utile pour le premier tour. On continuera de dire qu'il n'y a pas de vote utile. Le premier tour, c'est un vote de conviction.
Quand Manuel Valls parle de vote de raison pour contrer le Front National, la plupart des élus tourangeaux évoquent eux la déloyauté de l'ancien Premier ministre, avec énervement mais sans grande surprise. Ça affaiblit la gauche. Moi, la colère que j'ai en moi, c'est cela. C'est que là, on est dans un processus d'affaiblissement de la gauche. Ce qui serait raisonnable, c'est de voter pour le candidat de son parti. Manuel Valls est un grand spécialiste de ce vocabulaire. Il a passé 5 ans à nous expliquer que lui seul était responsable, que tous ceux qui ne partageaient pas ses options sont des irresponsables. Donc je vois qu'il continue à filer cette rhétorique. Donc aujourd'hui, la responsabilité, ce serait de renier un engagement qu'il a pris par écrit il y a quelques semaines à peine. Bon, je trouve qu'il a une conception de la responsabilité un peu particulière et en tout cas, c'est pas la mienne. Aujourd'hui, le secrétaire général du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a même envoyé un SMS au patron socialiste d'Indre-et-Loire, Francis Gérard, pour tenter de rassembler et rassurer les fidèles de la gauche. Voilà, et puis ce rendez-vous politique en Indre-et-Loire, François Fillon viendra à Tours le lundi 10 avril, visite à thème dans la journée avant un meeting au parc des Expositions. Fait divers, en bref, avec ce nouvel accident mortel sur les routes d'Indre-et-Loire. Cette fois, c'est un motard qui a perdu la vie à Nazelles-Négron, à côté d'Amboise. Selon les premiers éléments de l'enquête, un automobiliste arrivant d'une route perpendiculaire à la départementale n'aurait pas vu le motard. Le choc a eu lieu au moment de tourner à gauche. La victime, âgée d'une 50aine d'années et habitant Amboise, est décédée sur place. Il s'agit du 7e accident mortel depuis le début de l'année sur les axes d'Indre-et-Loire. Hier, le passager d'une voiture avait également perdu la vie à Riez. Le tribunal correctionnel de Blois a condamné hier pas moins de 12 personnes pour trafic de cigarettes. Les peines vont de 1 an de prison avec sursis à 2 ans ferme. Les prévenus étaient accusés d'avoir acheté des cigarettes étrangères pour les revendre ensuite en France. 2000 cartouches de cigarettes avaient été saisies en avril par la police judiciaire d'Orléans. Un échantillon seulement d'un vaste trafic en bande organisée. Justice encore, il avait été interpellé dans le quartier du Sanitas à Tours en décembre 2015 après des soupçons de radicalisation. Ce Russe d'origine tchétchène a été condamné à 6 ans de prison avec interdiction de séjour sur le territoire français. Information révélée par nos confrères de la Nouvelle République. Des drapeaux de Daesh et des films de propagande djihadiste avaient été trouvés chez ce jeune père de famille. Les policiers avaient également mis la main sur une vidéo réalisée par ses soins dans laquelle il prêtait allégeance à l'État islamique. Lundi, nous évoquions ici même les inquiétudes des éleveurs laitiers face à un projet de réduction des aides de la PAC. Eh bien, en dépit des incertitudes liées à l'avenir, le secteur continue d'embaucher massivement. Un quart des 400 exploitations d'Indre-et-Loire recruteront au moins un salarié cette année. Et pour répondre justement à cette demande, la Chambre d'agriculture a créé une formation, voilà 5 ans. Cap Main-d'œuvre cible des demandeurs d'emploi et des salariés en reconversion. Le reportage au Louroux dans le Lochois de Séphora Namani. 2 fois par jour, Simon s'occupe de la traite des vaches. Le reste du temps, il se consacre aux soins de la centaine de bovins de l'exploitation lochoise de Dominique. Un emploi à temps plein depuis 1 an pour le jeune agriculteur de 33 ans. Il a signé son premier CDI 2 semaines après la fin de sa formation. Un soulagement après avoir longtemps multiplié les petits boulots. J'ai pas mal cherché, mais là je pense que j'ai vraiment trouvé ce qui me plaisait. Au contact des animaux, des plantes, enfin du vivant en général. Et puis la diversité de tâches. L'agriculture, je risque de finir mes jours dedans. Alimentation, suivi sanitaire, traite des animaux ou encore transformation du lait. Pendant sa formation de 2 mois, Simon a exploré les différentes missions d'une exploitation laitière. De quoi former une main-d'œuvre motivée et qualifiée. Des profils rares et difficiles à recruter selon Dominique. Pourtant, seule condition permettant de maintenir l'exploitation familiale qu'il dirige depuis 30 ans. Il y a une considération, je trouve, par rapport à des emplois agricoles qui sont un peu dévalorisés souvent par l'image que ça donne. Et donc c'est difficile. On a des fils de paysans, quelquefois, quelques-uns, mais les bons sujets sont réservés à l'avance. Donc il faut sortir des sentiers battus. En 4 ans, 60 stagiaires ont pu bénéficier de cette formation. Avec succès, plus de la moitié d'entre eux ont trouvé un emploi dans le mois qui suivait la fin de leur stage. Actuellement, une centaine d'exploitations en Touraine recrutent de la main-d'œuvre.
Et si l'une des innovations médicales majeures de ces prochaines années venait en partie du Loir-et-Cher? Adrien Grelet est un jeune entrepreneur de Vendôme. Sa spécialité, les imprimantes 3D sur mesure pour l'automobile, mais aussi pour les laboratoires. Un savoir-faire qui a tapé dans l'œil des chercheurs du CNRS, spécialistes des tissus humains. Son imprimante pourrait bientôt produire de la peau à destination des grands brûlés. Les explications d'Amanda Breuer-Rivera. Créer de la peau humaine grâce à une imprimante 3D pour pouvoir un jour la greffer. C'est l'objet d'étude de ce laboratoire lyonnais. Actuellement en expérimentation clinique, cette équipe de recherche utilise une imprimante faite sur mesure par une jeune entreprise vendômoise. Ici, développer de nouveaux produits pour satisfaire la demande fait partie de l'ADN de l'entreprise. Pas mal de petites contraintes assez nouvelles pour nous, notamment sur des histoires de stérilisation de machines par UV ou ce genre de choses. Après, donc c'était des contraintes de température, de stabilisation de température dans l'enceinte ou au niveau des éléments chauffants qui font passer la matière. La technologie reste relativement simple finalement, c'est plus son scope d'application qui va, lui, être un peu plus compliqué. Taille, cadence ou bien nature du produit. La flexibilité est une condition sine qua non pour décrocher ce type de contrat. Cette activité représente 90% du chiffre d'affaires de la jeune start-up. En 4 ans d'existence, elle a vendu près de 1000 imprimantes, dont une cinquantaine de sur-mesure. En plus de la recherche médicale, les sous-traitants automobiles, mais aussi l'agro-industrie investissent ce marché. Il a notamment développé cette imprimante-ci pour un grand groupe qui souhaite rester anonyme. On est le seul fabricant français à fabriquer des imprimantes 3D qui sont en mesure d'extruder des matières pâteuses, que ce soit pour le domaine médical ou agroalimentaire. Et donc cette imprimante qu'on a conçue pour un client permet d'extruder 4 matières différentes, de les chauffer éventuellement, contenues dans des seringues. Donc ça peut être de la nourriture, ça peut être des matières pâteuses, ça peut être des cires, ça peut être pas mal de choses en fonction de ces projets en fait. Donc nous, on a travaillé sur toute la conception du produit, du dessin jusqu'à la fabrication, en passant par les essais. Et demain, on va le livrer chez lui, quoi. À 28 ans, Adrien Grelet a créé 5 emplois et projette d'en embaucher avant la fin de l'année. Il souhaite continuer à prospecter les petites entreprises, mais aussi à développer une technologie permettant d'imprimer du métal. Le TVB a un match de la finale de la Coupe CEV. Les Tourangeaux ont facilement remporté leur demi-finale aller hier soir à Grenon. 3-0 face aux Allemands de Rhein-Main grâce à une grosse performance de Konechny et Hainaut. Le résumé de la rencontre avec Bastien Mathieu. Allez, Barnes au service. C'est son match sur le service que le Tour Volleyball remporte ce match. 25-21, 25-19, 25-21. Le Tour Volleyball remporte le match aller 3-7-0. Le Tour Volleyball était au rendez-vous attendu au tournant face à de jeunes Allemands sans complexe. Les coéquipiers de Guillermo Hernan ont pris l'ascendant sur ce match aller. Non seulement au score, mais aussi mentalement. Ils ont répondu présents dans les moments clés du match. Quand vous avez l'expérience du haut niveau, vous savez que ces moments-là, c'est la concentration maximale. Et à partir de ce moment-là, vous déroulez votre volley, vous ne prenez pas de risque. On l'a bien vu, 3 fois la balle, 3 fois David, et ça finit par faire point. Dès le début de la rencontre, le TVB impose son rythme. Les Allemands sont maladroits, ratent quelques ballons faciles et ça coûte cher. Au deuxième temps mort technique, les Tourangeaux mènent déjà 16-8. Mais les joueurs de Francfort vont finalement rentrer dans leur match et grappiller des points au score pour même égaliser à 21 partout. Mais l'expérience des moments clés a donc fait la différence. Oh super, la manchette de Hainaut. C'est touché, ça revient, mais ça sort. Le point du Tour Volleyball. Le premier set remporté par le Tour Volleyball, 25-21. Voilà qui est une bonne chose, les Allemands qui étaient remontés à 21-21. Mais ça n'a pas suffi. Le Tour Volleyball qui a su mettre les points qu'il fallait dans cette fin de match. Le Tour Volleyball mène 1-7-0. Le second set est bien plus accroché. Aucune équipe ne se détache réellement jusqu'à ce que Tours mène 19-18 et fasse finalement une nouvelle fois la différence dans les derniers points de la manche. De quoi rendre les supporters confiants. C'est vrai qu'on les attend depuis quelques années et là ils sont dans le carré, donc maintenant on les attend pour la finale et on sera tout cœur avec eux et on sera derrière eux avec eux pour le prochain match. C'est là où il y a le plus de sensations, où on a l'impression que les joueurs donnent le meilleur. C'est les matchs à pas rater, quoi. Bis repetita dans le troisième set, accroché jusque dans le Money Time. Le TVB qui va finalement conclure sur sa première balle de match. De bon augure avant le match retour. Ils vont jouer sans pression, donc je m'attends à un match compliqué. Je suis sûr 100% qu'on va trouver une équipe encore plus combative, qu'il va jouer encore un peu mieux. Et donc je ne m'attends pas à une équipe sans ambition. Il faudra maintenant aller chercher 2 sets minimum en Allemagne pour se qualifier pour la finale. Match programmé samedi à 15h et diffusé en direct et en exclusivité sur TV Tour Val de Loire.
Voilà, je vous le disais en début de journal, Jean-Louis Debré me rejoindra dans quelques instants sur ce plateau. Cet héritier du gaullisme a connu les ministères, la présidence de l'Assemblée nationale, puis du Conseil constitutionnel. À 72 ans, il jette un regard acerbe sur cette campagne présidentielle. A tout de suite.